à tous les amis, bienvenue dans le Fighter Club Sunday, votre rendez-vous du dimanche soir qui revient en images sur tous les événements fight du week-end et de la semaine, sur tout ce qu'il ne faut pas manquer finalement de la planète sport de combat. L'équipe du soir, Sacha est à mes côtés. Salut Sacha. Bonsoir Flora, comment ça va? Très très bien, merci de me poser la question. Très content d'être avec toi ce dimanche. Tu vas faire questions et réponses pendant toute l'émission, ça m'arrange. Hein. J'ai pas fait exprès. D'accord. C'est l'habitude que tu me demandes si ça va ou pas. Mais je t'ai pas demandé du coup. Ok, pardon. Juste... Kabir est avec nous. Salut Kabir. Salut. Tout va bien? Ouais, tout va bien, merci. Et toi, la pêche? Ouais, toujours. Très bien. On a une très belle émission qui arrive parce qu'on a un homme qui va essayer, on croise les doigts pour lui, devenir champion Cage Warriors le week-end prochain. C'est Nicolas Leblond. Salut Nico. Salut. Tout va bien? Bonsoir à tous. Ça va? Ça va. Ouais, t'es en forme? En forme. Bon, en régime, mais ça va. Ouais, c'est ça. Tu te fatigues là ouais, quand même. fatigue quand même. Ça va, on est là. On embrasse Jalito aussi qui nous regarde, je pense, ou pas d'ailleurs ce soir, parce que s'il n'est pas là, c'est qu'il a peut-être... Mieux à faire. J'allais pas dire mieux, juste autre chose. Moi je pense que c'est mieux. C'est comme ça que tu vois l'émission. Pourtant, regarde, je vais vous montrer le programme qui nous attend ce soir. C'est incroyable. Il a surpris tout le monde. Cette semaine, Dana White a annoncé notamment les main events des 2 prochains numérotés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fait parler. Que ce soit le Gaethje Pimblet ou le Volkanovski Lopez, certains se sentent oubliés et parfois à juste titre. Lui compte bien ne pas se faire oublier par l'UFC et marquer les esprits. Fares Ziam est de retour dans la cage le week-end prochain avec toujours un seul objectif, entrer dans le top 15 de cette catégorie des moins de 70 kilos. Mais attention, danger en face, on vous présentera son adversaire Sadikov. Il a enfin sa chance pour la ceinture. Nicolas Leblond est notre invité ce soir alors qu'il va disputer le week-end prochain son premier combat pour un titre au Cage Warrior. Comment se sent-il avant ce combat si important et quelles sont ses ambitions pour la suite, notamment concernant l'UFC? Il nous dira tout dans cette émission. Voilà pour le très très beau programme. Mais avant, messieurs, d'entendre les annonces de Dana White, il y a un autre homme dont on attendait des nouvelles, qui avait des choses à dire, évidemment, c'est Tom Aspinall qui est sorti du silence, ça y est, ce soir. L'Anglais a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il revient évidemment sur l'épisode tant décrié du fameux Hypoke face à Cyril Gane. Il donne des nouvelles de sa santé et donne surtout sa version des faits. Oh, mate, I've been having a lovely time just in and out of hospital, getting all kinds of different tests done on my eyes and speaking to specialists, speaking to surgeons, speaking to doctors. Oh, it's been a fantastic time. Well, I actually got eye poked twice in the fight. First one wasn't too bad. He got warned for it. The second one, obviously, Cyril Gane tried to make my head a bowling ball with the double eye poke knuckle deep in both. So yeah, wouldn't recommend it at all. I felt like the fight was going okay. It was going pretty much to plan. I think that, no, my nose isn't broken, but I have broke my nose about 3 or 4 times in my life. So look, touch me in the nose, it'll bleed. Yeah, nosebleeds happen in fights. I think that when it initially happened, I didn't really think much of it. I thought, accidental eye poke, whatever. Look, when I watched the fight back, that's when I really got the gist of what's going on. The guy was trying to put my eyes out all the way through that round. Multiple exchanges, nearly every exchange that I could put him in danger. He had his fingers out pointing towards my eyes. The guy was cheating from the first second, and the way that he wanted to win that fight was to have me compromised by cheating. My thoughts on him, I think he's a big cheater. Even John Jones himself, even the GOAT himself, said before he fought him that Cyril Gane's a cheater and uses dirty tactics. When do you think you can start training again? Look, it's not up to me. It's up to the doctors. At the minute, I ain't allowed to do nothing, so I'm just following advice at the moment. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette vidéo. Elle est sur la chaîne YouTube de Tom Aspinall. Ça dure 12 minutes. 12 minutes de super accent anglais. Bon courage pour aller écouter tout ça. Globalement, Nico, c'est intéressant aussi d'avoir ton avis là-dessus, parce que ça fait beaucoup parler, évidemment, ce Hypoke. Alors, on a bien compris, évidemment, Tom Aspinall, il donne sa version des faits. C'était volontaire de la part de Cyril Gane. C'est un tricheur et tout ce qui va avec. On en pense qu'on veut. C'est vrai qu'il justifie beaucoup son absence en ce moment, Tom Aspinall, finalement. Ouais, après, je pense qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, dans le sens où j'ai déjà pris des doigts dans l'œil, où ça peut vraiment aveugler. J'ai déjà eu une tache noire pendant longtemps. Et c'est vrai que c'est des zones qui doivent être inquiétantes en combat quand même, malgré tout. Après,
Est-ce que si on était dans le 3e round et qu'il savait qu'il n'y aurait pas eu de no contest, il aurait fait la même chose? Pas sûr. Mais ça, on le saura jamais. C'est lui et lui. Après, pour que Gann ait fait vraiment exprès. Ça m'étonnerait, Cyril. Il a les mains ouvertes généralement dans plein de combats, mais c'est pas arrivé tant que ça. Donc, Ouais, c'est ce que dit plus ou moins Thomas Spinal en s'appuyant sur John Jones. Voilà, c'est ce que certains ont reproché effectivement à Cyril Gann d'avoir. Votre avis à vous, Kabir, Sacha, quand on entend comme ça Thomas Aspinall se justifier, il y a une espèce de mise en scène aussi beaucoup autour de ce hypo qui fait beaucoup parler, parce qu'évidemment tout le monde attend, et on parlera tout à l'heure des annonces de Dana White, mais du coup le rematch, finalement on attend de voir ce combat vraiment, quand est-ce qu'il va être programmé. Là, quand on écoute Thomas Spinal, on se dit c'est pas pour tout de suite, clairement. Ouais, clairement. Et du coup, on a l'impression qu'il prend un peu la catégorie en otage, un peu ce qu'il reprochait aussi à John Jones à une époque. Et c'est dommage de reprendre un peu justement cette polémique et de continuer à rouler dessus pour pouvoir faire parler de lui tout en évitant de combattre, un peu comme il l'a fait lors de sa précédente opposition. Tout le monde veut une revanche et justement, lui, on a l'impression qu'il essaie de faire tarder le truc, quoi. Et c'est vraiment dommage. Sacha ? Bah ouais, moi je trouve qu'il est tombé dans la justification. Après, j'ai pas envie de l'accabler parce qu'il a des souffrances qu'il n'y a que lui qui peut ressentir. Non, et puis tu vois. il se justifie aussi parce qu'il y a beaucoup de critiques aussi. C'est ça. ce qu'il dit, ce qu'il explique aussi dans la vidéo. Il se sent le besoin de se justifier parce qu'il a été beaucoup attaqué aussi, notamment sur les réseaux sociaux. Ouais, il a généré beaucoup d'attentes et on en a encore aujourd'hui, Oui. puisqu'on veut le revoir combattre et on pensait que l'annonce de la revanche allait se faire très 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 vite. C'est pas forcément le cas. Il était aussi un peu obligé de nous donner des trucs en plus parce que sinon on allait se poser beaucoup de questions sur son absence. Je pense que c'est le but de cette vidéo et c'est le but maintenant d'attendrir un petit peu les gens qui étaient un peu durs avec lui, avec le fait qu'il aurait fui, etc. Comme tu as dit, chacun a sa version. La vérité, elle est forcément entre les deux. C'est pas évident. Ça reste un mauvais geste, tu vois. Donc, moi, j'ai pas envie de rentrer dans la condamnation d'Aspinall. C'est normal qu'il joue ce jeu-là médiatiquement aujourd'hui parce que ça a quand même floppé un peu toute la fin de l'événement. Bah, c'est sur lui qu'on va le mettre à chaque fois. Tu vois. Clairement. Et il y a eu cette vidéo et un petit peu plus tôt dans la journée, là on est toujours dans la justification, il a posté tout simplement un certificat médical, enfin le compte-rendu médical de ses dernières analyses ophtalmologiques notamment. Alors, il y a beaucoup de termes techniques, mais en gros, il a subi un traumatisme oculaire bilatéral impliquant une rupture du tendon oblique, ce qui fait que, du coup qu'il y a une réduction évidemment de l'acuité visuelle, donc il voit double. Voilà, il y a vraiment un traumatisme au niveau de l'œil, donc on sent que voilà, il a besoin aussi de prouver que c'est justifié, que c'est vrai, qu'il a vraiment quelque chose et que pour l'instant, surtout, ce qui est important, c'est qu'il n'a pas l'autorisation de combattre et de reprendre le combat, parce que c'est un petit peu nous la suite qu'on voit aussi, parce que finalement, quand on parle des annonces de Dana White qu'on va écouter dans quelques instants, qui ne nous parlent pas de ce Gann Aspinall, les 2 prochains main events des numérotés qui sont déjà bookés, ça, de toute façon, ça repoussait minimum jusqu'au mois de mars. Ouais. Mais là, vu l'ampleur que ça prend, Thomas Aspinall qui dit qu'il est même pas retourné à la salle, qu'il s'entraîne pas, qu'il fait rien, etc., ça peut durer, quoi. Exactement. Le truc, c'est qu'on se dit que voilà, déjà un camp, c'est plusieurs mois. Donc, si on fait une sorte de rétro-planning, on se dit qu'en gros, on verra peut-être pas ce combat avant peut-être la fin d'année prochaine. Donc c'est vraiment dommage d'avoir une aussi grosse prise d'otage dans cette catégorie-là. Surtout quand on sait que le combat, il avait énormément de promesses qui n'ont pas été tenues parce qu'il s'est terminé prématurément et que Cyril, il était à fond justement pour le refaire le plus rapidement possible. Donc à voir, c'est dommage. C'est dur parce que Nico, quand on est l'adversaire, donc Cyril Gann, là en question, et que voilà, Kabir parle de prise d'otage, mais pour Gann aussi est pris en otage là-dedans parce que finalement, lui, il doit attendre, il n'a pas d'autre choix qu'attendre, il ne va pas prendre un autre fight entre-temps, ça n'aurait pas de sens. Surtout qu'il fait un début de combat parfait. Ouais. Ah, bon, à part ça. Jusque-là, ouais. Jusque-là, mais on ne pouvait pas faire mieux comme début de combat à part le hip-hop. Mais sinon, franchement, la distance, c'était parfait, le timing était parfait, tout était dans les meilleures conditions pour lui pour gagner ce combat. Donc ça doit être d'autant plus frustrant pour lui. C'est ça qui est fou, c'est que dans la vidéo, on en a vu un petit bout, mais Thomas Aspinall dit que lui et son clan étaient très contents de la façon dont se passait le combat, voilà, que c'était maîtrisé de leur part, que finalement ils savaient qu'ils devaient prendre des coups de la part de Cyril Gann pour pouvoir aller en chercher d'autres derrière. C'est quand même un petit peu... Ouais. Après là c'est de la pure com. En fait il est rentré dans un jeu où il est obligé de communiquer sur tout maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a tellement d'attentes sur lui qu'il est obligé de donner des choses au public. Et là il est obligé justement d'éteindre le feu dans lequel il aurait eu peur de Gann, ça se passait mal, etc. C'est ce qu'il fait. Moi, en fait, ce que je retiens de cette journée, c'est que limite, la vidéo,
bah, je m'en fous, c'est son parti et c'est logique qu'il se défende lui-même. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai arrêt et qu'il y a des vrais dégâts finalement. Là où on soupçonnait, entre guillemets, de simuler Aspinall ou qu'il n'y avait rien ou qu'on a vu d'autres doigts dans les yeux, on voit que voilà, personne ne réagit de la même manière. Et là, il y a quand même un papier médical qui l'arrête pendant un certain temps. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Le reste, bah, c'est que entre guillemets, là, il essaye de faire son beurre tant qu'il combat pas. Donc c'est sa chaîne YouTube, c'est de faire des vues. Et pour créer des vues, il faut faire de la bonne déclat. Il faut dire tout se passait bien. Il faut dire Gall est un tricheur. C'est un peu le jeu, tu vois. C'est de la com. Tu as bien raison de le dire. En tout cas, on verra quand est-ce qu'on aura l'annonce de ce combat entre Thomas Aspinall et Cyril Gane pour le titre des lourds. On se demandait aussi quand l'UFC allait annoncer les combats de la première carte de l'année, le premier numéroté qui aura lieu le 24 janvier prochain. Eh bien, Dana White n'a pas attendu la nouvelle année justement pour le faire. C'est jeudi à la mi-temps d'un match de NFL que le patron de l'UFC a surpris tout le monde. Obviously, you just saw Gaethje versus Paddy Pimblett for the interim title. So the winner of Gaethje versus Paddy will be the interim title, and then they will face Topuria. Kayla Harrison and Amanda Nunes for the bantamweight title. That's a badass fight. O'Malley and Song Yadong. Waldo Cortez Acosta versus Derek Lewis. Arnold Allen and Gene Silva. Alexa Grasso versus Rose Namajunas. And just added like an hour ago, 2 hours ago, Umar Nurmagomedov versus Figueiredo. And I'm going to announce this for you. 1 week later, we have Alexander Volkanovski versus Diego Lopez. So that's January 31st, UFC 325 from Sydney, Australia. Alors, il y a beaucoup de choses à retenir de toutes ces annonces de Dana White. On va détailler justement tout ça déjà. L'UFC 324, qui sera donc le prochain numéroté le 24 janvier. Dana White le dit, il y a tout qui part quand même d'une annonce, évidemment. C'est celle d'Ilia Topuria, qui a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il ne combattrait pas lors du premier trimestre de l'année 2026. Voilà, il traverse une période difficile sur le plan personnel. Il veut se concentrer sur ses enfants et régler cette situation au plus vite. Mais lui, à l'inverse de Thomas Aspinall, je ne veux pas bloquer la catégorie. L'UFC organisera les combats nécessaires et dès que les choses seront réglées, je ferai savoir à l'UFC que je suis prêt à faire mon retour. Ça, c'est important aussi parce qu'on rappelle que Topuria, en plus, est monté aussi de catégorie. C'est lui le champion des moins de 70. Il est out et du coup, Dana White a booké un combat pour un titre intérimaire. Je te vois hocher la tête, Kabir. Entre Paddy Pimblett et donc Justin Gaethje. Les deux noms d'ailleurs qui étaient évoqués pour aller potentiellement chercher le titre face à Topuria. Donc finalement, les deux prétendants, les principaux. On parlera de Saroukian évidemment tout à l'heure, mais là, si on se concentre sur eux, si on suit la logique de l'UFC finalement, c'est logique quelque part de voir ce combat-là. Mais je te sens pas convaincu, Kabir, du tout là. C'est pas que je suis pas du tout convaincu, mais c'est que c'est marrant de voir Dana White souvent parler avec le discours les meilleurs affrontent les meilleurs. Oui. Mais derrière, c'est pas forcément, ça se traduit pas forcément au niveau du classement. On le voit, c'est le 5e contre le 4e, alors que tu as Tsakurian qui a fait une énorme prestation, qui serait beaucoup plus légitime pour pouvoir concourir pour une ceinture intérimaire. Donc c'est aussi pour ça où je suis un petit peu moins convaincu. C'est un combat qui va être beau à voir, mais on a l'impression que on le verra dans les autres annonces de combat, qu'en fait, finalement, Dana White, il ne fait pas forcément boxer les meilleurs, combattre les meilleurs plutôt, mais il fait combattre vraiment ceux qui peuvent faire le plus de bruit. Et là, il a plutôt un agenda comme un échiquier qui veut faire avancer. Il se dit, écoute, là, il y a Pimblett qui peut avoir sa pièce, on peut avoir un Pimblett contre Topuria, éventuellement à la Maison-Blanche. Ça m'arrangerait plus qu'un Tsakurian contre Topuria. Et donc, c'est aussi pour ça où je suis moins convaincu par cette annonce. Après, on va demander l'avis comme ça, mais Nico, sur le papier, Gaethje Pimblett, ça te tente ou pas ? C'est toujours, oui, tu vois. toujours des profils intéressants à voir combattre. Après, c'est vrai que sportivement, parce que c'est justifié, je suis d'accord avec toi. On peut se poser la question, effectivement. Alors, on va parler de Saroukian, évidemment, mais si, Sacha, on s'arrête sur Gaethje, il a 37 ans, il a déjà eu, on le rappelle, cette ceinture intérimaire. C'était en 2020 en battant Tony Ferguson. Il a échoué ensuite face à Khabib pour unifier les ceintures. Il a échoué aussi pour le titre face à Oliveira. Il y a eu cette ceinture BMF. Est-ce que vraiment, il est encore légitime à avoir cette place-là aujourd'hui ? Pas forcément, mais ça arrange bien l'UFC. Ouais. Parce que Gaethje avait menacé, entre guillemets, de prendre sa retraite s'il ne faisait pas un combat pour la ceinture. On n'avait pas envie de lui donner forcément Topuria tout de suite. Donc finalement, le fait que Topuria soit absent et que Gaethje se retrouve à combattre pour la ceinture face à Paddy, ça arrange l'UFC. Je pense que c'est une affiche qui était prévue depuis longtemps. Maintenant, on sait que Gaethje, depuis de nombreuses années qu'il est là,
c'est un profil qui est hyper excitant, c'est une grosse star, c'est bien pour ses ceintures, on va dire, honorifiques. Il y a très peu de chances qu'il finisse champion. Et je veux même aller encore plus loin que ça. Je pense que si on lui met Pimblet en face, c'est qu'on a vraiment un très fort souhait de voir Pimblet gagner, parce que la grosse lacune, on va dire, de Gaethje, en tout cas dans ses grands rendez-vous, c'est qu'en général, il se fait marbrer au sol. Pimblet est très bon au sol. Et je pense que justement, tout est calculé et que c'est une affiche qui a été réchauffée par l'UFC et qui là regagne un petit peu en prestige parce qu'il y a cette absence de Topuria. Alors c'est intéressant parce que si on parle je demandais la légitimité de Gaethje pour le titre. Si on se penche du côté de Pimblet, on est clairement sur j'ai envie même de parler de produit presque mis en avant par l'UFC depuis le départ. Si on regarde son parcours, alors vous voyez le classement en fait des combattants qu'il a affrontés depuis qu'il est à l'UFC. NC, ça veut dire non classé. Donc le seul finalement qu'il a battu, donc c'est Chandler. Ok. Et après finalement, parce qu'aujourd'hui, il est dans le top 5 de cette KT et on a un peu envie de se demander comment et pourquoi. Ouais, c'est dommage parce que on sait que c'est l'une des catégories qui est l'une des plus relevées et il a été retrouvé catapulté alors qu'il a fait effectivement de belles oppositions, que même ses oppositions, autant en termes de spectacle qu'en termes de dégâts, qu'en termes de performance, il était OK. Mais il a été propulsé assez rapidement à ce niveau-là, alors qu'on verra tout à l'heure, il y a des combattants qui sont là depuis tout aussi longtemps, qui font d'aussi belles performances, qui ne sont toujours pas dans le top 15. Et ça, c'est dommage. Nicolas, c'est la force de l'UFC, c'est de créer ces personnages aussi. C'est-à-dire que quand ils en ont trouvé un, ils le poussent jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'avec Pimblet, on est complètement sur presque un produit marketing en fait, qui est mis en avant par l'UFC. Je pense même qu'il y a un autre aspect que l'UFC fait, que beaucoup d'organisations font, c'est proposer plusieurs profils. Ouais. Donc en réalité, je pense que les entraîneurs, l'équipe en général, est consultée et on va dire, ok, tu veux ce profil-là ou ce profil-là. Et finalement, à l'UFC, il y a quand même un petit choix. Et je pense qu'ils ont eu quand même des choix et ça leur a permis de grimper un peu plus tranquillement, entre guillemets, même si ça reste l'UFC, hein, ça reste pas des... Non mais alors, voilà, voilà, avant qu'on se fasse assassiner partout, Paddy Pimblet, c'est un très bon combattant. On n'est pas du tout... Là, on parle vraiment on parle quand même d'un titre intérimaire, donc on essaye de légitimer aussi la présence de ces combattants. Et puisqu'on parlait de Tsarukyan, on va y venir, parce que Tsarukyan, évidemment, si on regarde le classement de cette KT des moins de 70, en fait, c'est lui le challenger numéro 1. Et puis surtout, on se rappelle que Dana White avait dit que le vainqueur de Tsarukyan Hooker serait le prochain à avoir le title shot face à Topuria. Et finalement, il n'en est rien. Alors, spoiler, Dana White dit pas toujours la vérité, Sacha. Oui, c'est ça. Et puis, c'est ce qui me fait dire aussi que c'était déjà dans les tuyaux, en fait, de faire Gaethje Pimblet. C'est que pour lui, c'était encore l'étape d'après, tu vois, et qu'ils se voyaient peut-être déjà... pas pour un titre intérimaire. Ouais. Non, pas pour un titre intérimaire. Par contre, pour dire, le gagnant prendra Topuria, et ça aurait été l'étape parfaite pour valider le profil de Paddy. Le truc, c'est que Paddy... à l'instant T où il prend ses fights contre des mecs qu'on considère comme rincés, il y a quand même des mecs qui peuvent lui poser problème. Il a assuré derrière, tu vois. En fait, on a cette catégorie qui a été tellement bloquée pendant tellement longtemps, et pas à cause du champion, mais à cause du top 5, que c'est pas facile en fait de faire les match-ups. Tu sais qu'il y a des mecs, ils vont jamais s'affronter. Et c'est les Holloway, c'était les Poirier, c'est les mecs comme ça, et c'est les autres qui doivent donner le ticket. Moi, c'est plus ces mecs-là que j'ai envie de blâmer, en fait, parce que c'est eux qui ont fait que plein de fights se font pas, parce qu'ils ont tout refusé. Et Tsarukyan le dit lui-même, hein, s'il n'avait pas eu Dariush, etc. Et même Hooker, il a remercié Hooker plus d'une fois d'avoir accepté le fight, parce que sinon personne ne voulait y aller. Moi, c'est eux que j'ai plus envie de pourrir, parce qu'ils ont vraiment bloqué tout ça, et qu'aujourd'hui, on est obligé de bricoler dans tous les sens. Et malheureusement, on va avoir tendance à dire qu'un Pimblet est surcoté. Mais s'il bat Gaethje, je pense que plus personne parlera, mais si on va dire, mais Gaethje, il a 37 ans. Il a 37 ans, ouais. Voilà, oui. Après, oui. Battre des mecs, c'est battre des mecs à un moment aussi. Bien évidemment. Et si on parle de légitimité, Kabir, tu voulais en parler de Tsarukyan, évidemment. Moi, je me pose la question de cet oubli, j'ai envie de dire, de la part de l'UFC. Est-ce qu'il paye encore ce pull-out face à Islam où il avait ce combat pour le titre et qu'à 2 jours, finalement, il n'y va pas? Est-ce que l'UFC continue de lui faire payer ça? Ou pourquoi, finalement, comment justifier qu'il n'ait pas aujourd'hui cette chance pour le titre? Même si, évidemment, que le combat fin janvier arriverait 2 mois après son dernier combat, quoi. Oui, tout à fait, mais je pense que c'est vraiment plus une histoire personnelle, de bif personnel entre Dana qui a vraiment Tsarukyan en grippe et qui préfère avoir des combats stars. Et donc, Pimblet, c'est clairement un personnage qui pourrait être un visage qui pourrait redynamiser l'UFC, là où justement cette année on s'est beaucoup demandé, est-ce que le MMA ça meurt pas un peu, est-ce que l'UFC n'est pas en train de
de perdre la face parce qu'on n'a pas de visage, on n'a pas de star. Et là, du coup, avec Pimblet, il pourrait recréer cette petite hype. Et donc, Tsarukyan, c'est clairement pas un profil star qui a le star power qu'aurait un Pimblet. Et c'est aussi pour ça qu'il a été mis à l'écart, je pense. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire, quoi, Tsarukyan? Parce que là, c'est non seulement il n'est pas booké pour le titre intérimaire, mais donc Dana White a annoncé que ce serait le vainqueur de Gaethje Pimblet qui prendrait Topuria par la suite. Donc ça veut dire qu'on a un désert devant lui à Tsarukyan. Enfin, Nicolas, comme on est là, si on est Arman Tsarukyan aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce que... Ah, franchement, je ne saurais pas quoi lui dire. Je suis son coach, franchement, C'est dur quand compliqué. même pour lui. Franchement, c'est dur. C'est dur et sa seule option, c'est de reprendre un gars qui monte. Donc ça va être une prise de risque qui, entre guillemets, il n'a pas besoin de prendre. Oui, c'est Donc ça. Il va être obligé finalement de combattre aussi pour rester en activité parce qu'avant de prendre Hooker, il n'avait pas combattu pendant des mois aussi. Donc il y avait cette nécessité de reprendre. Mais avec quel objectif, tu vois, Sacha? C'est quand même difficile pour lui, quoi. Bon, ça va, je veux pas non plus. Non, mais franchement. En fait, il a la belle vie aussi. Il y a un côté sur Arman Tsarukyan, on a trop envie de le faire passer pour la victime de l'UFC, mais il faut se mettre à la place de l'institution qu'est l'UFC qui ne veut que jamais personne soit au-dessus d'elle. C'est un mec qui ne joue à aucun moment le jeu de l'organisation. C'est un mec là, aujourd'hui, il dit je suis prêt à combattre en janvier. Il a jamais été actif sur des courts délais, en fait. Donc là, on est en train de lui prêter tout un truc et à le tourner un peu en. Non, moi, tu sais, je réfléchis bêtement. Je prends un classement, il y a le champion, il y a le premier. Voilà, alors, ça s'arrête là. Il n'y a pas plus de réflexion. Il est puni pour plein de raisons, en fait. S'il est puni depuis un certain temps, c'est parce qu'il ne fait pas la promo de l'orga. Dans les messages et dans les vidéos personnelles, il ne fait que critiquer l'orga ou les mecs qui sont au-dessus de lui. Il n'aide pas l'UFC concrètement. Et au moment où il était attendu pour faire le combat Guerre des Étoiles, il n'est pas là à quelques jours. Donc forcément, ils l'ont mauvaise. Je pense qu'il s'est rattrapé parce qu'il avait fait le poids en tant que backup et il a cette victoire-là. Mais on va quand même le garder sur le côté parce qu'il fait partie de ces mecs qui... Ça pas de plus, pas de moins. Ça n'impacte en rien en fait ce qui se passe à l'UFC. Ok, les puristes du sport veulent le voir contre Topuria, j'en fais partie aussi, mais c'est vrai qu'il y a le moyen de capter plus large. Donc je pense qu'ils vont juste le faire attendre, que lui il s'en fout parce qu'il n'a pas grand-chose à faire et que quoi qu'il arrive, les poches sont bien remplies entre guillemets. Il va pas supplier l'UFC de lui donner un fight parce qu'on voit que ça le fait pas kiffer en fait de devoir supplier son employeur de quelque chose. Il n'a pas besoin. Dans ses raisons en fait. Et c'est ce que White aime. White il aime que tu sois un petit peu prêt à tout pour venir. Arman Tsarukyan, il est prêt à rien, il veut juste ce qui est normal et ce qu'il mérite, ce qui n'est pas la conception de l'UFC. Je me demandais tout à l'heut ce que faisait Jalito de sa soirée, mais il est là, il est dans le chat. Salut à toi, Jalito. Salut Jalito qui nous fait ses petites analyses à distance. Et tu as raison de le rappeler, c'est vrai qu'il y a eu des petits dérapages aussi de la part de Tsarukyan qui font qu'aujourd'hui, effectivement, il est un peu mis de côté aussi par l'UFC. On verra en tout cas ce que ça peut donner par la suite, mais c'est possible qu'il n'affronte même jamais Topuria si jamais Topuria encore change de KT. C'est pas impossible. C'est pas impossible, effectivement, que les deux ne se croisent jamais. Autre title shot qui fait parler, messieurs, c'est l'annonce du main event du l'UFC numéroté suivant qui arrive une semaine après le 324. C'est ouf. Le 325, donc, Alexander Volkanovski face à Diego Lopez. La revanche pour le titre des moins de 66 kilos. C'est peut-être l'annonce qui a le plus surpris, d'ailleurs, parce qu'on ne l'attendait pas non plus, celui-là, pour le coup. Est-ce que, messieurs, une revanche était vraiment nécessaire après le premier combat, finalement? Oui, Quel enthousiasme! Non, mais oui, mais non, on l'a pas vu venir celui-là. On l'a pas vu venir pour le coup. Justement, je trouve que autant Pimblet Gaethje, il y a un peu d'intérêt. On comprend. En tout cas, je dis pas que c'est justifié sportivement, mais on comprend. Et là, c'est vrai que en vrai, ça va être un beau combat. On sait tous, en vrai, on voit des images du premier. C'est toujours un bel affrontement, c'est sûr. Mais c'est vrai que on s'attendait pas à ça. Ouais, surtout si encore une fois on repart sur l'aspect sportif, si on regarde de manière bête et méchante le classement, on se dit mais attends. Ce qu'on va faire dans quelques instants, mais factuellement si on se concentre sur ce fight et Diego Lopez qui va donc une nouvelle fois avoir cette chance, il a combattu qu'une seule fois depuis cette défaite face à Volkanovski, c'était face à Jean Silva ou Jean Silva comme dit Dana White. C'était en septembre dernier, finish dans le deuxième round. Même question finalement, est-ce que Diego Lopez, alors lui aussi a été monté très rapidement par l'UFC aussi, mais est-ce qu'il mérite d'avoir cette revanche, Sacha? Et est-ce que tu crois que sur cette revanche, il peut arriver à faire chuter le champion? Je ne suis pas sûr, parce que Volkanovski, j'ai l'impression que c'est vraiment un autre level dans cette catégorie. Diego Lopez n'est pas imméritant parce que
à contrario de Sarukan, lui, c'est le mec qui rend, c'est l'employé idéal, hein, concrètement, de l'UFC. Alors lui, il est partout, hein, il est sur tous les fights par contre. Il peut prendre des short notice, il est à tous les événements pour qu'on le prenne en photo, etc. C'est un mec qui joue le jeu de l'organisation pour le coup. Là où c'est vrai que c'est assez particulier, c'est que c'est pas du tout le nom qu'on attendait. Mais en même temps, cette KT, elle a un très grand mal à renouveler en fait le top, roster, un petit peu comme 70 kilos, et c'est un peu les mêmes symptômes. Si tu regardes vraiment qui est derrière, là, il y a beaucoup de noms qui reviennent. Mais si tu creuses vraiment les parcours des noms qu'on aimerait voir à la place de Lopez, est-ce que vraiment ils en ont fait autant que Lopez ? Est-ce que aussi c'est une belle affiche pour peut-être un plus grand public? Alors ça, c'est sûr que oui, et je pense que c'est le choix. C'est pour ça que l'UFC s'est penché sur ce choix-là. Mais effectivement, tu as raison, on va regarder ce classement des moins de 66 pour essayer de comprendre un petit peu. Il y en a peut-être d'autres sur le papier qui méritait. On pense évidemment à Evloev qui est le challenger numéro 1, on va en reparler. Alors Yair Rodriguez, lui pour le coup, il a déjà eu sa chance, il a perdu face à Volkanovski. Il y a Liron Murphy aussi, l'homme en forme, qui a clairement pas caché sa déception sur les réseaux sociaux, sur son compte X. Il a déclaré « Je rate l'opportunité de combattre le GOAT des moins de 66 kilos, c'est ce qui me fait le plus mal. Il n'est plus question de savoir qui est le meilleur, mais qui est le plus populaire. C'est comme ça, le business n'est jamais personnel, il faut avancer. » Calme-toi, Liron. Calme-toi. Non mais il dit pas j'ai affronté les meilleurs. T'es sorti d'Aaron Pico. C'est un mec qui faisait ses débuts à l'UFC. En fait, là où... Après, c'est quand même. Alors, Liron Murphy, c'est quand même l'homme en forme de la KT. Il est sur 9 victoires de rang. Mais je veux pas banaliser ce que fait Liron, mais avoir ce discours-là, quand t'as battu Pico, Emmett, Igué, Barboza, je trouve que c'est survendre un petit peu ce que tu as accompli à l'UFC. Après, il n'est pas encore dans ces stratosphères. Maintenant, c'est juste le contexte du fight qu'il a fait. On lui avait laissé entendre que ça donnait un ticket. Maintenant, la réalité, c'est que je pense qu'il lui manque encore un gros combat de référence pour le coup et vraiment faire un petit peu sanctifier son nom. Là, aujourd'hui, si tu regardes dans le détail le parcours de Murphy, tu es en capacité de dire il n'a pas pris des assez gros noms pour aller prendre un mec comme Volkanovski qui est peut-être sur le dernier combat de sa carrière, tu vois. Ouais, après, alors, dis-moi ce que tu en penses, Kabir, mais il y a évidemment ce KO incroyable lors de son dernier combat face à Pico qui a marqué les esprits, évidemment. Peut-être que lui s'est dit ça va suffire à me propulser encore plus haut. Bah moi, je pense qu'il a essayé de raisonner un peu de manière mathématique. Evloev, on sait qu'il est numéro 1, mais qu'ils sont quand même, en gros, plus ou moins en brouille pour justement savoir qui va prendre qui. D'ailleurs, il y a eu des déclarations sur les réseaux sociaux. Ouais, on va le voir après. On le verra un petit peu après. Et donc, il s'est dit, Yair, il a pas sa chance. Evloev, je suis meilleur que lui, donc il me reste finalement... Mais il en reste qu'un au-dessus après. Bah oui. Et c'est ce que tu dis, Sacha. Là, c'est vrai que la catégorie, elle n'est pas très émulée, donc forcément... Par défaut, il devrait affronter Volkanovski, même s'il n'en est pas à ce niveau-là de sa carrière, mais c'est aussi logique pour lui. Je pense qu'il est légitime aussi à se poser cette question. Un avis, toi, Nico? Ouais, en vrai, moi, je le trouve assez légitime. Ouais. Tu vois, avec Emmett, par exemple, tu vois, ça fait quand même un beau nom. Il y a eu un autre nom, je me suis fait la réflexion quand j'ai vu passer, je me souviens plus comme ça, mais je trouve que en vrai, il accroche quand même des noms qu'on connaît. Et finalement, comme tu dis, il n'y a pas grand monde à proposer d'autres, à part Evloev. Ouais. Donc bon, qui on aurait pu mettre Il a prouvé malgré tout, et on fait bien d'en parler d'Evloev, parce qu'il méritait aussi sans doute sa chance, qui est numéro 1 challenger de cette KT. Il est en 9-0 lui aussi à l'UFC, il reste sur une grosse victoire face à Sterling. Il avait battu en plus Diego Lopez, alors oui, ça remonte à 2 ans, mais il y a aussi ce truc de se dire j'ai battu celui qui est challenger aujourd'hui pour la 2e fois. Et du coup, lui, il veut défier un petit peu l'UFC et Evloev, du coup, et sur ses réseaux sociaux, regardez ce qu'il a posté sur son compte X. Liron Murphy, je vais te donner l'opportunité de combattre le numéro 1. Dis à ton staff que tu es prêt à combattre face à moi sur la même carte que le combat pour le titre. Alors lui, il veut carrément s'ajouter, tu vois, dans la carte de l'UFC 324. Alors évidemment que ça ne va pas se faire, a priori, mais on peut imaginer que ça va être le prochain fight des deux. Finalement, le Evloev Murphy, peut-être que ça va déterminer, c'est une sorte de demi-finale pour savoir qui sera ensuite challenger. Il y a plein de scénarios en vrai. Imagine Lopez prend la ceinture, ça va être très compliqué, donc tu peux avoir effectivement le prochain challenger. Imaginons Volkanovski gagne, prend sa retraite, il laisse la ceinture vacante, tu peux mettre direct les deux en justement te servant du mérite sportif. Le problème d'Evloev aujourd'hui, il est très bon, mais la plupart des gens qui regardent ses combats vont s'ennuyer. Il faut être très très clair avec lui. C'est un super lutteur qui fait très peu de dégâts, qui gagne ses combats à la décision, qui a malheureusement il a plus d'annulations que de combats effectués à l'UFC. Attention, elles ne sont pas toutes de son fait. Oui. Il y en a au moins 5 de son fait, je pense.
il remplit pas énormément toutes les cases et il a un combat qui est limite face à Arnold Allen où vraiment, heureusement que l'arbitre est un peu dans son sens parce qu'il était pas loin de se faire marbrer. Donc Evloev remplit plein de cases au niveau du classement. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, quand tu creuses un petit peu, c'est un peu plus compliqué. Après, Oui, le classement peut être trompeur, c'est ça que tu veux dire et aussi. pourquoi il se manifeste aussi, c'est parce qu'il a vraiment le style qui, je pense, fait peur à tout le monde dans cette catégorie. Le lutteur que personne n'arrive à arrêter. Et forcément, nous aussi, dans le cœur des fans un petit peu, tu te dis, bah ouais, c'est pas très très juste pour lui, mais en même temps, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est lui qui fait la passerelle à Murphy. Parce que si lui, il se retire pas du combat face à Pico, Murphy, il a jamais ce combat, et ainsi de suite. Donc les deux sont très liés finalement par ce truc-là. C'est un peu le mauvais élève, lui, à l'inverse, tu vois, parce que lui, il a eu beaucoup d'annulations. C'est vrai que des fois, il y a eu des soucis de visa, parfois, c'était ses adversaires aussi qui avaient des soucis. Mais depuis qu'il est arrivé à l'UFC, il y a eu plus d'une dizaine de combats où il était booké, où ça s'est pas fait, ça a été décalé. 11 au total. Je pense que pour l'UFC... Ouais, ça la fout mal. Et donc forcément, même si sportivement, il a que des victoires, si tu rajoutes à ça un style qui n'est pas forcément spectaculaire, une communication qui n'est pas forcément au top, puisque lui, il se contente de gagner ses combats, il n'a pas grand-chose à dire. Tu coches pas beaucoup de cases pour l'UFC, là. C'est pas forcément un nom, même s'il est premier sportivement, malheureusement, si c'était comme Paddy Pimblett, tu vois, on peut le pousser, mais c'est pas du tout comme ça. C'est plus compliqué. En tout cas, le champion lui-même, Alexander Volkanovski, avoue avoir été surpris de l'annonce qu'il allait combattre face à Diego Lopez, mais il a son explication. Again, I thought, it was a Mobzar deserving, Lerone Murphy. I thought that was the two guys. They're the guys I called out. UFC really want Lopez. At least everyone knows they're in for a treat. With your Mobzars and Lerones, they're probably, they're more deserving. But are they going to bring a fight like Lopez would? I think the fans are going to appreciate the fight that me and Lopez are going to have. Il a tout dit, en fait, Alexander Volkanovski, dans cette explication. C'est super intéressant. On peut se demander, du coup, ça ouvre le débat, comment l'UFC choisit ces fights. Tu l'as évoqué justement tout à l'heure. Est-ce que c'est seulement pour faire plaisir aux fans ou pas? C'est tout le débat. Et il y a eu un petit peu de rébellion sur les réseaux sociaux cette semaine contre l'UFC. Il y a Aljamain Sterling, le prétendant numéro 5 chez les moins de 66, lui aussi qui a visé justement l'UFC en disant, bien évidemment, je fais partie du truc, mais cette merde est tellement frustrante. Je comprends, mais il faut arrêter de dire qu'on donne aux fans ce qu'ils veulent voir et qu'on organise les meilleurs fights. C'est de plus en plus fréquent aujourd'hui et très difficile à ignorer. Ça rejoint aussi ce que disait tout à l'heure Lerone Murphy. Après, on ne l'apprend pas. L'UFC, Nico, c'est du business. Ça marche comme ça. On le sait, ça a toujours été le cas et je pense que ce sera toujours ce qui fait vendre. Ça rapporte de l'argent et c'est bon pour Dana White. C'est une réalité. Lui, il regarde ce qui peut être vendeur pour lui. On ne découvre pas tout ça, Kabir. Je veux dire, c'est quelque chose. Parce que là, on sent qu'il y a un petit peu, une petite vague de rébellion pour les combattants qui n'ont pas les fights qu'ils aimeraient avoir finalement et qui ne sont pas reconnus selon eux à leur juste valeur. Mais évidemment qu'il y a une part de business qu'on ne peut pas ignorer. Ouais, puis c'est pas nouveau en vrai. C'est vrai que là, il y a eu un on effet, découvre pas ça aujourd'hui, je veux dire. Il y a eu un gros effet, mais en vrai, c'est pas nouveau. Tout le monde sait que c'est un peu Dana White qui tire les ficelles. C'est juste, je pense, l'hypocrisie qui est soulignée. Le fait que justement, et il en parle justement, Sterling, qui lui a été champion, qui a une certaine légitimité, même si voilà, il n'est plus à ce niveau-là, c'était dans une autre catégorie. Mais en gros, c'est malheureux de vendre toute la com en disant on est la meilleure organisation du monde, on va affronter les meilleurs, si au final, on va affronter ceux qui nous rapportent plus d'argent. Je pense que ça a toujours été comme ça, et même dans d'autres sports, mais c'est l'hypocrisie qui est beaucoup critiquée en ce moment. Après, Sacha, c'est aujourd'hui la carte évidemment qu'annonce Dana White n'est pas forcément celle qu'on attendait. Certains voulaient des fights plus importants, mais l'UFC, il faut aussi le dire qu'ils composent avec ce qu'ils ont aujourd'hui. C'est-à-dire que Topuria n'est pas là, Aspinall est out, Khamzat pour l'instant combat pas, Makhachev a combattu il n'y a pas longtemps, il y a Pantoja et Merab qui vont combattre le week-end prochain. Il n'y a pas énormément de champions dispo non plus pour l'UFC. Oui, et il y a ça déjà. Il y a le fait aussi que je pense qu'on était beaucoup à supposer qu'en ayant un nouveau diffuseur, d'un coup l'UFC allait faire ce qu'ils ne font jamais. Et finalement, non, ils sont restés dans... Parce que je précise que la carte donc, de l'UFC 324 sera la première avec le nouveau diffuseur aux États-Unis. C'est ça, exactement. Et on était tous partis du principe, ils vont débarquer sur une nouvelle plateforme, ils vont envoyer ce qu'on n'avait jamais vu, pas du tout. Non, comme d'habitude. Ça n'a pas bougé. Au contraire, on le voit dans le chat, c'est Pipa que je salue qui le dit. En fait, ils se la jouent safe. Oui, c'est notre première carte, on va mettre que des bons élèves, comme ça on n'aura pas de pull-out, on n'aura pas de mec qui va louper le poids, on va pouvoir avoir tous les combats qu'on veut, les fans veulent, voilà, avec un abonnement, c'est ce qu'il vendait à la toute fin de la vidéo, il dit c'est plus un pay-per-view, vous avez juste un abonnement à avoir et regardez, vous avez telle star contre telle star, etc. Et puis c'est un combat à bonus, Volkanovski contre Lopez, on le sait, c'est quasiment sûr que ça va donner une belle guerre. Il y a énormément en fait de films qu'on s'est fait et je pense aussi que ce qui fait qu'on a ces affiches-là, c'est que l'UFC elle a déjà des plans pour après.
C'est que on sait que Volkanovski maintenant va prendre sa retraite. Est-ce que on a envie de relancer des mecs alors qu'on sait que lui il va partir? Tu vois, ils sont peut-être déjà en train de se pencher sur tiens, ce serait qui le nouveau champion un petit peu longue durée de cette catégorie de 66 kilos? Je pense qu'il y a la même réflexion chez les 70 avec Saroukan en se disant bah, attendez, si lui on le met sur le côté, il va pas se blesser et tout machin, bah, il peut régner pendant 3-4 ans, tu vois. Et je pense que c'est cette approche-là long terme qui des fois échappe un petit peu aux gens et c'est aussi une de leurs forces parce que c'est ce qui leur permet de créer des stars. Le point commun entre Evloev, Sterling et Murphy, c'est que je pense que c'est 3 mecs qui unanimement font yesh le grand public quand ils combattent, il faut le dire. Vraiment, il y a plein de mecs qui vont trouver leur combat horrible. Alors bien sûr, les techniciens vont être super parce qu'il y a des roulades dans tous les sens, mais... Oui, c'est pas assez vendeur pour l'UFC. Bah, surtout dans une catégorie qui est historique comme les 66 kilos, où tu as eu quasiment que des gros stars, où les champions, je pense qu'ils doivent être 4 ou 5 à tout casser, et ils sont tous été starifiés, voire gotifiés, tu vois, après. Donc, cette catégorie-là, et Sterling, il n'a pas compris que les 61, ça n'a jamais été ça, tu vois, la catégorie du dessous. Là, il rentre dans une dimension, effectivement... Oui, qui est un peu différente aussi. Ah ouais, c'est hyper important, tous ces paramètres-là. En tout cas, on vous a posé du coup la question sur les réseaux sociaux d'RMC Sport Combat. On vous a demandé si avec ces annonces, l'UFC ne perdait pas un petit peu en crédibilité finalement. Et vous avez répondu oui à 71,5%. Voilà, c'était votre avis sur les réseaux sociaux. Maintenant, on ne découvre pas l'UFC aujourd'hui et tous les dessous, évidemment que c'est du business et dès qu'il y a de l'argent à faire, on voit les choses différemment. Un dernier mot quand même sur ces annonces, messieurs, parce qu'il y a un combat aussi très important chez les femmes, évidemment, dont beaucoup rêvaient d'ailleurs depuis longtemps. C'est Kayla Harrison, championne des moins de 61, qui va défier Amanda Nunes, ancienne double championne à l'UFC, qui sort de sa retraite pour offrir ce fight de dingue. Est-ce qu'on est sur le plus gros fight entre 2 femmes à l'UFC de toute l'histoire, messieurs? Bah, à ce niveau-là, je ne saurais pas, parce qu'Amanda elle sort d'une retraite, c'est plus la Amanda qu'on a connue. Sur le papier, quand même. Sur le papier, juste les noms alors. Mais bah parce oui, qu'en termes sur le sportifs, papier, tu vois. Oui, large. Ouais, ça large, ça reste une grosse. Non, parce que tu vois, on avait le Shevchenko contre Zhang l'autre fois, on se disait on a 2 des meilleurs en activité aujourd'hui, et puis finalement, bah, on a été un petit peu déçus. Et là, sur le papier, on a quand même une affiche. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Nico, mais. Moi, je pense que le plus gros combat féminin, ça reste Zhang contre Johanna. Je pense que ça a été le plus gros combat. Et ce combat-là, en vrai, Harrison, je trouve que même si elle a fait des bons combats, c'est pas un moment où les catégories féminines sont au mieux, en tout cas en termes d'opposition. Et peut-être que c'est pas le moment pour dire justement que ce sera le plus gros combat féminin, je trouve. Moi, je le mets dedans, mais il n'est pas tout seul. Mais je le mets. Non, mais il faut être honnête. Non, mais parce qu'en fait, il y a eu Nunes-Shevchenko qui est incroyable comme fight. Il y a eu Nunes-Cyborg qui était vraiment la pionnière du MMA féminin superstar. C'était très très fort aussi. On est clairement dans ce calibre-là. Bon, il y avait un fight. Je dis ça parce que j'ai un petit sujet, c'est qu'Harrison elle a perdu contre une femme qui est Larissa Pacheco, qui était au PFL à l'époque. Et pour moi, c'est elle, en fait, qui était la meilleure combattante et j'aurais voulu la voir face à Nunes. Mais c'est vrai qu'elle, elle est plus dans sa méga forme. Là, aujourd'hui, en fait, c'est vraiment très, très fort. Et puis, c'est une grosse opposition parce que Harrison, elle a un style judo olympique. Tu vois, elle est t'as l'impression qu'il n'y a vraiment aucune faille dans son jeu, tant elle domine depuis qu'elle est arrivée à l'UFC. Et c'est fou de se dire, wow, on a dû ramener la Goat quand même pour essayer de lui trouver un petit peu de répondant. Et on sait que Nunes, elle est très complète, elle frappe fort, etc. C'est vraiment un profil totalement différent qu'elle va affronter Harrison. Donc il y a quand même un petit suspense aussi, je trouve, autour de l'affiche qui est sympa. Ouais, puis on a Amanda Nunes, pour ceux qui ne savent pas qui est Amanda Nunes, on est quand même sur un des plus gros palmarès aussi de l'histoire de l'UFC. Juste 12 combats pour le titre, dans 2 catégories différentes. Elle est montée, elle a gagné, elle est redescendue, elle a perdu, puis elle a regagné. Enfin, c'est son parcours à l'UFC. Je vous invite à regarder sa fiche Tapologie. Il y en a dans tous les sens. Ouais, je crois qu'elle défend les 2 ceintures en plus. Exactement. Non, mais on est sur l'une des meilleures combattantes aussi de l'histoire et c'est pour ça aussi qu'on parle effectivement d'un combat de dingue et que même Dana White lui le disait dans sa vidéo d'annonce que ça allait être je sais plus quel adjectif il utilise, mais un combat de dingue entre les deux. Bon, messieurs, ça vous aura pas échappé malgré tout que dans toutes ces annonces, on n'a pas de combat de français annoncé. Comment on a parlé de Cyril Gane tout à l'heure. On ne verra pas non plus avant minimum le mois de mars Nassourdine Imavov, alors qu'on attend son éventuel combat pour le titre face à Khamzat Chimaev chez les moins de 84. Le Français qui a donné de ses nouvelles quand même sur les réseaux sociaux. Il nous a dit j'ai eu une bonne conversation avec l'UFC. Je leur ai dit ce sera le titre seulement. Si je dois attendre, j'attendrai.
pas de distraction, pas de détour. Les grandes choses nécessitent une grande préparation. Ne pas faire d'erreur, je serai prêt. Je n'ai pas l'habitude d'attendre, mais cette fois, je dois le faire. Et il y a une réponse justement de Khamzat Chimaev juste derrière, qui lui a dit « On se voit après le ramadan, Nassourdine, ça te laisse le temps de travailler ta lutte, petit frère ». Du coup, si on a pris un petit peu le calendrier, la fin du ramadan, c'est mi-mars à peu près. Du coup, on se dit, allez, 2 mois de prépa derrière. Voire plus. Ouais. Donc, pas avant le mois de mai, minimum, ce combat de Nassourdine. Déjà, question sur la stratégie choisie par Nassourdine qui nous dit clairement, je vais attendre. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas combattre avant. Nicolas, est-ce que c'est intelligent de la part du clan de Nassourdine aussi de se focus uniquement sur ce title shot et ne plus, là on voit le combat face à Borayo, ne plus prendre des combats comme ça avec du risque aussi parfois? Ouais, clairement, surtout que Nassourdine a quand même beaucoup enchaîné, ça reste un combattant actif. C'est pas un profil qui est encore à prouver, il a fait des beaux combats. Il y a toutes les cases qui sont cochées. Et en vrai, une pause lui fera pas de mal non plus. Et c'est un combat pas facile à préparer. Ouais. On le sait tous. Donc en vrai, je trouve que c'est plutôt bien de rester là-dessus. Et ça va être un bon combat. Il n'a pas de discussion pour le coup, personne d'autre que lui peut avoir ce title shot. Oh, franchement, ce serait scandaleux. Là. Tu peux pas sortir un autre nom. Ah, mais là, pour le coup, lui, il a nettoyé vraiment tous les noms. Enfin, on n'est pas sur les autres débats que ceux qu'on a eu juste avant. Tu vois, il a vraiment tout fait. Il a joué le jeu aussi avec l'UFC en essayant de dépanner quand c'était possible, etc., etc. Là, franchement, ce serait difficile si ça n'arrive pas. On pensait juste que Chimaev allait peut-être la laisser, cette ceinture, pour aller chercher Pereira. Il y a aussi ce risque-là. Hein. Et moi, c'est surtout ça que je retiens, c'est que je me dis, on va peut-être finalement l'avoir, ce Chimaev-Imavov. Et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, parce que je pense que c'est encore un autre type de combat. Je pense qu'Abir le dira très bien, c'est que faire ces combats d'avant-ceinture, il les a tous faits, maintenant il a toute l'expérience, mais vraiment aller chercher un champion tel que Khamzat Chimaev, c'est encore une autre guerre, c'est un autre type de préparation, etc. Ouais, c'est une grosse prépa, tout à fait. Tu peux pas, justement, en plus prendre le risque de prendre un combat d'activité qui finalement ne te fera pas du tout avancer sur l'échiquier parce que tu peux pas aller plus haut, tu es déjà le prétendant le plus légitime et celui qui doit affronter le champion. Et ta place, elle n'est pas à défendre puisque tous ceux qui sont en dessous, tu les as déjà vaincus. Là, c'est une autre approche et Khamzat, il le disait gentiment en parlant de lutte parce qu'il y a une grosse préparation à faire. Le gros problème avec Khamzat, c'est qu'on sait très bien ce qu'il va faire, mais que forcément, on n'arrive jamais à trouver de solution. Donc, Nassour, il va devoir justement travailler fort cet aspect-là. Et il va prendre le combat comme il le fait au moment où il le faut. Mais comme on le dit, dans un après-mars, c'est compliqué. Ça repousse à loin, ça c'est sûr que ça repousse assez loin pour ce fight-là. Un dernier mot concernant Manon Fiorot, parce qu'on n'a pas de nouvelles non plus. Peut-être une indication, parmi les annonces de Dana White, il y a ce Rose Namajunas face à Alexa Grasso, qui est donc dans la KT de Manon Fiorot, qui a été annoncé sur le UFC 324. 2 anciennes championnes face à face. On a la numéro 6 face à la numéro 3. Moi, j'essaye de voir ce combat via le prisme de Manon Fiorot, parce que ça veut dire qu'a priori, les seules choses qui peuvent se présenter pour notre Française, c'est potentiellement d'avoir un combat face à Natalia Silva, la numéro 2 de la KT, ou alors c'est Shevchenko qui aura ce fight face à Silva, et dans ces cas-là, Manon peut attendre encore et encore. On sait que la dernière fois que Valentina Shevchenko, la championne, a parlé de Manon Fiorot, elle a clairement fait comprendre qu'elle allait attendre longtemps pour avoir ce fight pour le titre. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Quand tu regardes le top, tu te dis qui elle peut prendre finalement. On en parlait justement en off. Mais ici, Berber, ça pourrait faire une belle opposition France-Angleterre par rapport en écho avec Gana Spinal. Mais c'est regardé bien derrière quand même. Derrière, parce que c'est malheureusement, quand tu regardes au-dessus, il n'y a pas forcément beaucoup d'options non plus. Donc c'est aussi cette place-là. Il y a des gens, justement, des combattantes qui ont aussi envie de monter dans cette catégorie-là. Maintenant, elle a eu ses chances et c'est compliqué de lui donner encore une chance pour le titre. Donc je ne vois pas trop d'autres options, hein. Franchement c'est compliqué. Ce qu'on voit, c'est que je pense que l'UFC, là, ils essaient de faire monter tout ce qui est possible de faire monter dans cette catégorie. Non mais c'est pas un reproche, c'est que Grasso, elle est sur une défaite. Si on lui met Namajunas en face, c'est que je pense qu'on a envie de relancer aussi Namajunas. Si elle gagne contre Grasso, on va dire elle a battu l'ancienne championne, ça va aller très très vite. Mais si Barber, Kabir il a dit, elle combat ce week-end. Donc à tout moment, elle peut se relancer aussi parce qu'elle avait planté malheureusement un événement. Et je pense qu'on est dans la continuité de ce qu'on avait prévu avec Blanchfield Cortez. Je pense que dans les plans de l'UFC, ça aurait bien arrangé tout le monde que Cortez gagne, parce que ça rajoutait des nouveaux noms en fait que personne n'a affronté, etc. Ouais, là, ça a douché un petit peu tout le monde. Ouais. Donc là, je pense qu'ils sont en train vraiment de jouer ces cartes-là et ils vont essayer de voir un petit peu quelle est l'image, quel est le plan qu'ils peuvent faire une fois qu'on aura les issues de là. Et
on verra avec qui Manon Fiorot peut croiser. Tu vois, est-ce que ça peut être une revanche avec Rose si Rose gagne? Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Il y a plein d'histoires, mais en tout cas pas le titre à nouveau tout de suite pour Manon Fiorot. On va marquer une courte pause sur RMC Sport 1 et puis on se retrouve juste après. On va parler évidemment de ce fight, c'est important pour Nicolas Leblond qui arrive le week-end prochain et puis de l'UFC qui est là le week-end prochain pour un Français, Fares Ziam. À tout de suite. Mais on reste ensemble, évidemment, sur la chaîne Twitch d'RMC Sport pour vous faire gagner 20 € de free bet grâce à notre partenaire Winamax. Vous en avez l'habitude, il n'y a rien de plus simple pour ça. On va vous montrer les images un petit peu modifiées, vous allez voir, d'un KO à l'UFC. Eh bien, vous n'avez qu'à trouver le nom de celui qui met le KO. Le premier dans le chat qui nous donne le nom de celui qui met le KO, eh bien, remporte les 20 € de free bet. On est parti, les amis, vous voyez les images. Le premier qui trouve remporte ses 20 €. Non, ce n'est pas Abdel des To Be Free. C'est Paddy Pimblett. Bonne réponse, KitKat 94 500. Tu vas me donner faim avec les. Ça rejoint un débat parallèle qu'on a eu dans la rédaction tout à l'heure. Bon, Raffaello, les gars. Non, pas Raffaello. Autant Non. Tous ceux qui ont du bon goût dans le chat et qui valident la veste de Kabir, j'espère que vous êtes team Raffaello. Il y a Baba qui t'a fait un petit clin d'œil. Ouais, c'est ma femme qui me l'a prêté, donc big up à ma femme. C'est vrai. C'est pas à moi. C'est exceptionnel. Donc bravo KitKat, t'as remporté les 20 € de free bet. Je te laisse envoyer ton petit pseudo en chuchotement, c'est ça? C'est ça, exactement. Tu chuchotes. Bientôt les streams. T'as vu, je suis pas. Flora Stream, faites une demande dans le propagande dans le chat. Nous, on est team pain suisse, mais évidemment. Évidemment. Arrêtez ça, c'est bon. Non, mais évidemment, le pain suisse, meilleur. Personne mange du pain suisse, vous êtes quatre. Arrêtez, les gars. Arrêtez vraiment tout ça. Donner à une autre personne. Ok, bah écoute, on va trouver quelqu'un d'autre. Du coup, dans le chat, celui qui a répondu juste après toi remportera ses 20 € de free bet. Allez, on est de retour sur RMC Sport 1. On parlait des Français tout à l'heure qui ne sont pas encore bookés pour 2026. D'ici là, on en verra 2 quand même d'ici fin 2025. Ouais, Morgan Charrière dans la nuit du 13 au 14 décembre prochain. Et donc, le week-end prochain, Fares Ziam qui est de retour et qui défie Nazim Sadikov. Ziam qui avait déclaré forfait, on le rappelle, en dernière minute pour l'UFC Paris pour des raisons familiales. Mais ça y est, il est bien de retour avec toujours évidemment le même objectif pour lui. C'est de faire son entrée dans la KT des moins de 70, dans le top 15. Cette KT qui est si dense. Depuis le temps quand même qu'il est aux portes de cette KT, messieurs. C'est le moment pour lui, ça y est, d'y entrer enfin. On va voir son parcours, c'est clairement mérité quand même. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il reste un petit peu bloqué, Sacha, à la porte de ce top 15. Oui, c'est l'impression qu'on peut avoir. Après, ça montre aussi la densité de la catégorie, comme tu l'as dit, et qu'il y a énormément de gens qui sont à la porte du top 15, des gens qui sont très clairement identifiés. On regarde son parcours, il est sur une série de victoires qui est complètement folle, puisqu'on est sur 5 de suite. Je pense que dans la catégorie, il n'y a que Pimblett aujourd'hui qui est au-dessus de lui en termes de série de victoires. Et il y avait Makhachev avant qu'il monte. Ouais. Donc il est là. Maintenant, j'ai envie de voir aussi le bon côté, c'est qu'il prend énormément de styles qui sont différents dans ses affrontements. Et j'ai l'impression qu'il est en train de se faire une prépa à ce qu'il pourrait affronter dans le top 15, parce qu'on est sensiblement sur ce niveau-là quand même. Je pense qu'on en est très très proche. Et franchement, il aura pris de tout. Des mecs qui boxent, qui ont les mains lourdes, des mecs qui sont bons en grappling, des spécialistes du jiu-jitsu, des kickboxers qui savent un petit peu mixer très très bien. Moi, je pense qu'il est en train de se faire vraiment un espèce de bootcamp, tu vois, où vraiment il balaye un petit peu tous les risques, comme l'avait fait Axel Sola avec sa carrière amateur, pour vraiment attaquer le top 15 et continuer cette série de victoires, en fait, et peut-être aller vraiment chercher un chiffre presque record, tu vois. Est-ce qu'il ne faut pas aussi, Nico, il y a évidemment, on a vu son parcours, Fares, il y a pas mal de victoires sur décision aussi. Est-ce qu'il n'aurait pas besoin d'un statement aussi? On se souvient de cette victoire incroyable et de ce KO incroyable face à Matt Frevola. Est-ce qu'il a besoin justement de rééditer ce genre de performance pour marquer les esprits du côté de l'UFC? Parce qu'on parlait du business, de tout ça, mais ça entre évidemment en jeu. Forcément, il faut un petit peu avoir ça. Après, moi, je trouve qu'il y a un autre aspect où Fares, il progresse vachement, c'est physiquement. Je trouve que est de plus en plus mature physiquement et je pense que ça va vraiment l'aider pour la suite. Et du coup, je pense que les KO et les opportunités, en tout cas de mettre des KO et de faire des plus gros combats, vont suivre. Ouais, on a vu une vraie progression aussi dans la façon de combattre de Fares Ziam. Alors, mine de rien, on revoit ce KO justement face à Matt Frevola qui avait retourné Bercy à ce moment-là et qui tourne encore beaucoup, comme l'un des meilleurs KO qu'on ait vu à l'UFC.
Il y a quand même un gros piège pour lui aujourd'hui, parce qu'on parle de cette entrée dans le top 15. Sadikov, en face de lui, c'est un homme aussi qui monte clairement à l'UFC. Azerbaïdjanais de 31 ans, il est en 4-0 à l'UFC, 100% de finish. Il y a ça aussi dont il faut se méfier. Il y a quand même un danger face à lui. Il y a une victoire notamment face à Ismaël Bonfim, pour Sadikov. Ouais, Sadikov, c'est un profil qui est vraiment très très dangereux, qui est intéressant à mettre face à Ziam. On vend beaucoup ce combat comme un combat bourbier, justement. Ziam, c'est le combattant qui prend tout le monde et qui, justement, essaie de se faire une belle carte d'identité, un beau passeport pour le top 15. Sadikov, pour rentrer dans le détail de sa technique, il est un peu plus petit. Ziam, il est déjà très grand pour cette catégorie-là, mais c'est un combattant plutôt brawler. Donc lui, en fait, il va pas te faire une boxe élégante, il va juste te rentrer dedans, faire que d'avancer, les mains super hautes. Et des fois, il perd souvent les rounds. Il y a beaucoup de combats où il perd le premier, le deuxième round. Il finit des fois la tête complètement explosée, mais il revient avec un sursaut d'orgueil et il arrive à finir les combats avec la manière. Donc c'est un profil, encore une fois, comme tu dis, Sacha, qui est différent de ceux qu'il a eu avant Fares, et ça va lui permettre de pouvoir étoffer son CV. Mais c'est vrai que ça peut être un gros danger pour Fares. Est-ce que justement ça peut être le genre de combattant, parce que lui il a le même objectif, Sadikov, c'est d'entrer lui aussi dans le top 15, de continuer son ascension rapide à l'UFC, là où Fares nous l'avait dit plusieurs fois, il prend son temps aussi pour construire cette carrière et ne pas trop se précipiter, parce que évidemment entrer dans ce top 15, quand on voit la densité de ce top 15 de moins de 70, évidemment qu'il faut arriver en étant armé. Ah oui, très clairement. Sadikov, moi je pense que c'est un très bon profil parce que des gros bagarres avec une grosse force de frappe et qui vont à la finition, c'est clairement ce qu'on va retrouver dans le top 15. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a des mecs qui ont le style de Sadikov à l'UFC, entre guillemets. Alors techniquement, bien sûr, sur des détails, il y aura toujours des spécificités. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mecs en fait, qui ont le style de Fares. Fares, il peut être anti-style en fait, pour beaucoup de gars parce qu'il est très grand, il est très très long, il peut striker à distance. Moi je pense que c'est même peut-être l'un des combattants français les plus complets qu'on ait à l'UFC. Il n'a pas de compartiment dans lequel il a vraiment une faiblesse. Et moi, je pense que justement, l'UFC a envie de se dire, attends, est-ce que contre un brawler, quand on voit vraiment des gros parpaings, ça passe encore ce qu'il fait? Je pense qu'il y avait Davis qui avait un petit peu ce profil-là, même si on sait qu'il est très très bon au sol. Là, franchement, s'il arrive à annuler un style comme Sadikov, les mecs vont se dire, ah ouais, non, vraiment, lui, il peut vraiment aller chercher des très très gros. Il va pas se prendre de KO parce qu'il est assez lucide, il a le coup d'œil. Il strike quand même plutôt bien à distance. Et comme l'a dit Nico, je pense qu'il frappe de plus en plus fort et qu'il est encore plus en condition. Et puis, va lutter avec Fares. Ils sont très très peu à l'emmener au sol facilement et tout. Oui, c'est vrai que va essayer de le soumettre. Tu vois, il commence vraiment à... Je pense qu'il faut vraiment une telle flexibilité du genou que... Ouais, j'aimerais bien avoir la même, j'aurais encore des genoux à l'heure actuelle. Je pense que ce serait pratique pour moi. Toi, tu peux essayer, à mon avis, tu perds ta jambe si tu fais ça. Oui. Je l'ai déjà plus. Tu l'as déjà perdu, c'est ça. Fares Ziam face à Sadikov, ce sera le premier combat de la carte préliminaire de cette UFC 323 que vous suivrez évidemment sur RMC Sport le week-end prochain. Il y aura 2 titres mis en jeu sur cette carte. Le main event, donc Merab Dvalishvili va défendre sa ceinture pour la 4e fois cette année. Voilà, cette phrase est dingue. C'est Petr Yan, prétendant numéro 3, qui va tenter de le faire tomber de son piédestal. Merab, on le rappelle, est sur une série de 14 victoires de rang. Le co-main event, ce sera la 5e défense de titre de Pantoja chez les moins de 57 kilos face au prétendant numéro 1, Joshua Van. Mais ce n'est pas tout, parce que le week-end prochain, il y aura aussi du Cage Warrior, avec notre invité, Nicolas Leblond, qui est avec nous, qui va disputer un combat pour le titre chez les moins de 57 kilos face au champion. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Shadijoul Ake. Shajidoul Ake. Ouais, je crois que ça. Même toi, t'as un truc. Je vais pas prononcer non plus. Ouais, on va dire Ake. En plus, ils disent souvent Chaj. Oui, c'est vrai. Mais c'est quoi, on va simplifier, on va dire Chaj. Comment tu te sens, Nicolas? On a une semaine là de ce combat-là. Comment tu te sens physiquement, mentalement? Est-ce que tu sens la pression un petit peu monter ou comment tu gères ça? Ça va. Vous parliez beaucoup de Kit Kat, Raphaël. ça me plaît pas trop. C'est de la torture, c'est pas cool. Mais sinon, le reste, ça va. Non, toujours, le régime est toujours dur, mais à part ça, sinon, je me sens bien. On a fait une bonne préparation, comme toujours. Et comme on disait en off, je l'ai préparé quelques fois, cet adversaire. Donc, ça fait longtemps que j'attends ce combat. Et je suis prêt à aller chercher une belle victoire et une ceinture pour la France avec une belle ceinture du Cage Warrior, qui est le dernier français, c'était Morgan. Elle a signé quelques temps après. C'est une belle occasion de briller, la ceinture du Cage Warrior. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a ce côté consécration presque, parce que tu as enfin finalement cette chance pour le titre que tu as attendu aussi longtemps. Est-ce que tu le vois comme ça, comme un combat, comme une consécration pour toi dans ta carrière d'arriver à ce point-là?
Ouais, en vrai, ouais, je me suis. Il y a eu un combat entre les deux. J'ai eu une annulation. Enfin, il y a eu 2 annulations. J'ai repris un combat entre les deux et on aurait pu attendre pour prendre la ceinture en juillet, mais ça faisait loin et on avait dans l'espoir d'être sur l'UFC Paris déjà à ce moment-là. Donc on s'était dit un peu prendre un autre profil plutôt dans l'année, plus éloigné de septembre pour essayer d'aller chercher un bon combat et signer sur Paris, ce qu'on nous vend depuis quelque temps. En réalité, c'est ça aussi qui joue dans mes choix, c'est que je suis managé par Graham, quand on en parlait en off. Alors Graham qui est le boss du Cage Warrior, exactement, c'est ça, voilà. Graham Boylan, le boss du Cage Warrior et l'agent de Paddy Pimblett notamment. Donc qui a un pied à l'UFC, quoi. Ouais, qui a un petit pied à l'UFC et puis qui a beaucoup de monde. Et du coup, qui me dit depuis quasiment 2 ans maintenant, s'il y a une annulation sur cet événement hors USA, c'est pour toi. À l'UFC, on parle, on est d'accord. Ouais, bien sûr. Et c'est pas tombé, malheureusement pour moi. Donc du coup, on a un peu attendu et c'est pour ça qu'on a aussi eu cette petite attente pour le titre. Donc là, c'est le moment, on y va et on va essayer d'aller briller avec un beau finish. Et ça veut dire que tu te prépares toujours, en tout cas psychologiquement, à un moment donné, que cette annonce, elle tombe et qu'on te dise, là, ça y est, l'UFC frappe à ta porte, l'UFC t'appelle, l'UFC te dit, tu y vas. T'as toujours ça dans un coin de ta tête? Ouais, là, ça fait 2 ans que je suis pas trop loin du poids. Enfin, c'était relatif, mais en tout cas, je m'entraîne toute l'année. Il n'y a pas de moment où je suis totalement off. Il y a des athlètes dans toutes les organisations qui font des vrais camps et qui, hors préparation, sont vraiment hors forme et s'entraînent très peu. Moi, c'est pas mon cas, je m'entraîne toute l'année, je suis au club tout le temps. Et donc, je suis prêt à cette option, et surtout depuis ces 2 dernières années où vraiment il y a eu peu de moments où j'étais pas prêt à accepter un short notice à 2 semaines, je pouvais descendre au poids facilement. Ouais, donc c'est pour l'UFC aussi que tu t'entraînes comme ça constamment pour être prêt. Ouais. S'il y a un coup de téléphone qui sonne à un moment, de te dire ok, j'y vais à n'importe quel moment, quoi. On y va. Sacha. Non, mais il faut se dire que Nico, il a un parcours qui est assez ouf quand même. C'est que le Cage Warrior, c'est pas facile. Il y a des fois où tu as été très très haut sur des cartes, puis d'un coup, d'une semaine à l'autre, tu te retrouves très très bas sur les cartes, tu n'as pas forcément compris pourquoi. Il faut aussi dire que, clairement, s'il prend la ceinture du Cage Warriors, je pense que l'UFC, ça va sonner très très vite. J'ai pas la stat exacte, mais pour moi, tous les champions du Cage Warriors récents sont partis à l'UFC juste après. Moi, ce que je voulais savoir, passerelle entre les deux, c'est est-ce que le Cage Warrior, justement, c'est expliqué par rapport à ça, à ce fait que, moi, je me souviens aussi, tu t'es retrouvé sur un début de prélims, on sait pas trop comment, alors qu'on savait que tu devais combattre pour le titre. Comment ils ont expliqué ça? Le combat où je devais combattre pour le titre et où ça a été annulé parce qu'il s'était blessé, c'était un peu particulier. C'était peut-être à 2 semaines que Axe se blesse. Et on a eu des propositions. Je pense qu'on a eu 5 adversaires qui sont passés. 5 adversaires et on se retrouve sur un gars qui est hors classement, qui est une catégorie au-dessus et pas un Anglais. Donc ils m'ont mis très bas juste pour ça en réalité. C'était pas forcément justifié, mais en vrai. Par rapport à ton adversaire, quoi. Ouais, par rapport à l'adversaire et du fait que du coup c'était moins attendu. Mais s'ils avaient eu un combat à vendre entre guillemets face à un Anglais du Cage Warrior qui aurait pu accepter à ce moment-là, et ce qui n'a pas été le cas, aucun athlète du roster a voulu prendre le combat à 2 semaines de l'événement. Et du coup on s'est retrouvé à être tôt dans la carte. Et pardon, j'avais une autre. Non, vas-y, je t'en prie. J'avais une autre question parce que c'est Nel Ariano qui m'a mis ça en tête, qui était avec nous la semaine dernière. Faut rappeler que Nico, je pense que dans les 57 kilos, en termes de puissance de frappe, il est parmi les tout meilleurs. Tu as beaucoup de finishes dans cette caté, et notamment des KO, et on sait à quel point c'est pas forcément monnaie courante. Est-ce que tu as été manutentionnaire? Parce que Nel Ariano, il nous a convaincus tous que si tu étais manutentionnaire, tu avais une patate de fou dans les mains. Donc, non, j'ai pas été manutentionnaire. Jamais vu. Non, mais comment ça se fait? Tu arrives à l'expliquer ça avec du recul? Enfin, même au niveau de la prépa physique, c'est que, enfin, on regarde sur les images, il y a peu de gars, je pense, du gabarit de Nicolas aujourd'hui, et même chez les professionnels, dans plein d'organisations, même en Asie, où ils sont beaucoup en 57 kilos, où vraiment sur un coup, les mecs tombent, quoi. Parce que c'est pas genre, tu les affaiblis et après, ça frappe au sol. Il y a vraiment il y a un vrai knockout power. En vrai, il y a un peu de tout. Il y a, je pense, du physique.
En vrai, j'ai une grosse prépa physique. Je pense que je suis un profil déjà qui tape fort quand même depuis quelques années. Ça a mis du temps à venir, mais c'est arrivé. Et après, souvent, les gros KO que j'ai pu mettre, j'ai été précis sur la phase, sur l'action. Et ça, on sait que ça joue. Et surtout dans des petites catés où ça va vite, réussir à connecter le menton, essayer d'être dans le bon timing, c'est parfois plus difficile. Et c'est peut-être pour ça simplement qu'on voit moins de KO. Mais en tout cas, ça fait partie de mes armes, la précision et la puissance de frappe. Et je vais m'en servir ce week-end. C'est annoncé déjà. Ça va être ton premier 5x5 du coup? Ouais, à vrai dire, j'en avais préparé un. Enfin, j'en ai préparé plusieurs, mais j'en ai fait un. C'était pour la ceinture de l'OFC. C'est une ceinture qui était en Belgique. J'ai combattu chez eux en 2015, je crois. Et c'était un combat en 5x5. Et tu avais bien géré, justement J'avais gagné dans le premier. Donc, donc en fait, la 5x5, tu ne connais pas. C'est ça. Justement, il est habitué au 5x5, c'est un vétéran. Il a énormément de combats. Ouais. Et tu m'as dit que tu l'avais préparé justement plusieurs fois. Est-ce que tu as changé ta préparation? Tu t'es adapté justement pour ce 5x5 avec lui, un profil qui est assez complet, il a beaucoup de bouteilles au Cage Warriors. Et donc, comment tu l'as préparé spécifiquement? Justement, en vrai, je trouve que c'est un adversaire très, très tactique. Je pense que dans sa plus grosse qualité, c'est son fight IQ, c'est sa capacité à avoir une bonne intelligence de combat. Et ça fait que c'est en test match, en préparation de camp en tout cas, on avait des phases importantes à travailler. Donc j'ai fait appel à pas mal de monde. J'ai eu pas mal de partenaires et surtout des occasions d'avoir plusieurs partenaires à des rounds différents. Donc on prenait parfois 2-3 partenaires pour faire les 5x5 et être sûr d'avoir un partenaire qui soit capable de bouger autant qu'un profil comme Hack. Ouais. et voilà, qui défende bien la lutte. Parce qu'on sait qu'il défend bien la lutte. Ça, c'est une vraie qualité chez lui. Et toutes ces choses-là font que le camp est très spécifique par rapport à certains camps où on se base vachement sur mes qualités, entre guillemets. Là, tu as adapté à l'adversaire. Là, il y a une vraie adaptation, même si en vrai, je suis toujours pour essayer de dire qu'il faut développer ses qualités à soi et ça reste la priorité. Mais là, il y avait des éléments quand même stratégiques importants, notamment dans la gestion du rythme et les rounds qu'on peut perdre sans trop s'en rendre compte. Samedi prochain, là tu gagnes, tu as la ceinture autour de la taille. Ça va changer quoi pour toi? Il va se passer quoi après? Rien, comme tu le disais tout à l'heure, ça reste une consécration. Après, c'est un tremplin. C'est pas ton but en fait, c'est pas la fin de ton chemin. Non, après ça reste quelque chose et c'est aussi pour ça qu'on accepte ce combat et d'aller chercher cette ceinture. On a eu plein de propositions en vrai sur les 2 mois d'été. Là, on a eu plein de propositions de beaucoup d'organisations étrangères. Et je choisis la ceinture parce que, à vie, entre guillemets, il y a un titre que j'aurais eu au Cage Warriors et c'est un titre emblématique. Donc ça reste, même si ce n'est pas l'objectif en soi, ça reste un beau step. Un beau step et un CV, bon moment mal, sur la carrière. C'est joli quand même. Ouais, ça fait vendre quand même. Et ce sera évidemment du coup sur RMC Sport samedi prochain. On te suivra, Nico. Il y aura aussi l'autre gros rendez-vous. On en a parlé dans la nuit de samedi à dimanche. Donc l'UFC 323. On sera en direct dès 1h du matin sur RMC Sport 1 avec toutes les équipes pour vivre notamment le combat de Fares Ziam. Voilà. Et puis toute la soirée avec le main event entre Dvalishvili et Petr Yan. Merci beaucoup, Nico, d'avoir été avec nous ce soir. On croise les doigts pour toi pour ton fight la semaine prochaine. Du coup, là, tu vas aller dormir, j'imagine. On t'a fait veiller un petit peu tard, là. Ça va, je travaille pas demain. Je suis en fight week. Parce que tu travailles en plus. Non, en vrai, je donne quelques cours et je donne très peu d'heures. J'ai même pas un mi-temps. Ça va. D'accord. Donc, focus complet sur le combat. Merci, Nico, d'avoir été avec nous. Kabir, merci beaucoup. Merci, un d'avoir plaisir. pris le fight en short notice ce soir. Toujours au rendez-vous. Beaucoup de style. Merci. Ça fait effet, je crois, ta veste sur tout le monde. Sacha, merci beaucoup. Merci à toi, Flora. On se retrouve évidemment dimanche prochain, 22h30. On débriefera cette UFC 323
et la victoire de Nicolas Leblond. On croise les doigts à la ceinture. Merci à Anthony Sterpigny, Oscar Josse, Robin Travers, tout le monde qui a travaillé sur cette émission, Hugo Pérez, notre petit stagiaire Nathan. Voilà, il y a beaucoup de monde qui travaille derrière sur cette émission, donc merci à tous. Et puis on se retrouve évidemment la semaine prochaine dès 22h30. Qu'est-ce qu'il y a, Sacha? Parce que t'as dit notre petit stagiaire. Oui, parce que je viens. C'est pourquoi? Parce que je viens de retrouver son nom, Nathan Rochefort. Voilà, ça m'est revenu comme ça. T'as oublié Baïdi. J'ai oublié Baïdi, Simon qui sont en régie. Voilà, Cite encore les gens, et Nathan, Laurent aussi. Nathan, Yas Laurent. qui est passé tout à l'heure, qui a dit bonjour. Le mec de la cantine. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de monde. Bon, merci à tous. Voilà, c'est la fin de soirée. On se retrouve la semaine prochaine, 22h30 pour le Fighter Club Sunday. Ciao.